Information de 23h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres de ce journal. La fête de la fin de Ramadan célébrée demain, mercredi 12 mai 2021. La date a été déterminée suite à l'observation du croissant lunaire dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire. Vous suivrez tout à l'heure la déclaration du COSIM faite ce mardi au soir du 29e jour du mois de Ramadan. La coopération maître mot ce jour à la présidence de la République. Le chef de l'État s'est entretenu successivement avec l'ambassadeur de la République centrafricaine en Côte d'Ivoire et le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Le compte-rendu des audiences dans ce journal. Et dans l'affaire du décès d'une parturiente à l'hôpital général d'Adzopé, après enquête, les dysfonctionnements sur toute la chaîne de prestation de services sont avérés. Plusieurs responsables, dont des sages-femmes et un gynécologue, suspendus de leur activité professionnelle. Bienvenue dans ce 23h. Les musulmans de Côte d'Ivoire célébreront demain l'Aïd el-Fitr. Le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan a été observé dans au moins 4 localités du territoire ivoirien. Écoutons la déclaration du COSIM à ce propos. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams de l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire informe la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 2021, 1442 de l'Hégire, a été observé à Gonaté, également à Kato et Gbolo dans la région de Séguéla. Comme ce même croissant a été observé en Dotré, à Niama et plateau de Cuy. Par conséquent, la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée, Inch'Allah, le mercredi 12 mai 2021. Les imams souhaitent bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Yekibaraye Kabanya Limami Tomba Flayoro Côte d'Ivoire Kozim Ani Amsi Kodis. Koka Silama Bella Jenil Lalonia Kafo Seli Kalo Yeli Sabatila Côte d'Ivoire Fanchamana Gonaté, Kato, Golo, Séguéla Marala, Ani Anyama, Ndotre, Plateau d'Oku, Koladon, Araba, no Lebenabe, Mekalo Télétan, Ani Flama 2021 la, o Lebenabe, Anya Selideni Ma, Limamumbe, Ala Ousmana Watala Dalla, Kakalo Hereshaya, Ala Mokela, Kanya Batumina, Ala Mokela, Asambe Sambe, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà donc la traditionnelle déclaration qui marque la fin du mois de Ramadan et de facto la célébration de l'Aïd el-Fitr, célébration donc annoncée pour demain, mercredi 12 mai 2021. Cette journée est donc fériée et chômée sur toute l'étendue du territoire. Journée mouvementée ce jour à la présidence de la République. Le chef de l'État s'est entretenu avec le président de la Banque d'investissement et de développement. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la BIDC était à l'ordre du jour. La rencontre a permis également de faire le point du niveau d'exécution des 12 projets financés par cette banque de notre pays. Jérôme Kofi Aboula. La Côte d'Ivoire, un marché de premier choix pour la BIDC, Banque d'investissement et de développement. C'est le président de cette institution, Georges Donkor, qui le dit. Déclaration qu'il a faite après sa rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, ce mardi au palais présidentiel. We are here this morning, first and foremost, to extend our... L'audience qu'on a eue avec le président de la République, pour exprimer donc notre gratitude au gouvernement ivoirien pour tout le support et pour tout l'appui qui est donné à la banque. On a aujourd'hui 12 projets en cours d'exécution en Côte d'Ivoire pour un montant total d'environ 100,7 milliards de francs CFA et nous nous assurons de faciliter donc les décaissements pour la réalisation physique de ces projets. Avec le dynamisme qu'a l'économie ivoirienne, nous pensons que la Côte d'Ivoire reste un marché de premier choix pour la banque. Le plan stratégique 2021-2025 en cours d'élaboration nous indique que 3 piliers ont été considérés dans ce plan-là, notamment l'industrie et la digitalisation de l'économie, le développement humain et aussi donc, ces piliers-là sont en concorde avec donc, les priorités de la banque, les priorités stratégiques de la banque. Et c'est pour cela encore que nous sommes là ce matin pour renforcer donc, cette coopération et pour permettre à la banque de continuer ses investissements en vue donc, de
pour réaliser les objectifs du plan stratégique en cours d'élaboration par la Côte d'Ivoire. La Banque d'investissement et de développement BIDC a été créée en 1975. Elle a pour vocation de financer le développement des pays membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et pour cette autre audience au palais présidentiel, le chef de l'État a échangé ce mardi avec l'ambassadeur de la République centrafricaine en Côte d'Ivoire. La diplomate en fin de mission a fait ses adieux au chef de l'État. Les échanges ont aussi porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, la République centrafricaine. Le point de Jérôme Kofi Aboula. Honorine Lydie Magba ce mardi devant le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges entre les deux personnalités se sont déroulés au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Ambassadeur de la République centrafricaine, Honorine Lydie Magba a indiqué être venu rencontrer le chef de l'État ivoirien pour l'informer de la fin de sa mission sur le sol ivoirien. Ma mission s'achève en République de Côte d'Ivoire. Je garde un très bon souvenir. Je tiens vraiment à remercier sincèrement Son Excellence le Président Alassane Ouattara, son admirable épouse Madame Dominique Ouattara et toute la Côte d'Ivoire pour l'accueil qui m'a été réservé dès mon arrivée en Côte d'Ivoire. Ma mission ici a été une très belle expérience dans ma carrière de diplomate et je compte mettre en place ce que j'ai appris ici en Côte d'Ivoire pour l'intérêt de la République centrafricaine. Et je maintiens que la Côte d'Ivoire est un exemple de sortie de crise pour la République centrafricaine. Et je pense que vous savez tous que nous, les diplomates, nous sommes comme des militaires. On est détachés à tout moment, on nous rappelle à tout moment. En Côte d'Ivoire, je me suis fait une famille, des amis, et je garde de très bons souvenirs de tout le monde. La diplomate centrafricaine a par ailleurs fait savoir qu'elle doit le succès de sa mission à l'hospitalité légendaire des autorités et populations ivoiriennes, tout en se félicitant des relations exemplaires entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique. Et la Côte d'Ivoire collabore également avec ses voisins. L'exemple avec la coopération ivoiro-burkinabé, elle se manifeste dans plusieurs domaines de la vie des deux États et spécifiquement sur le plan sécuritaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le ministre ivoirien de la Défense s'est entretenu avec le président de la République du Burkina Faso. La mutualisation des efforts est souhaitée pour la sécurité des frontières. Abou Sanogo nous en dit davantage. Ouagadougou, capitale du Faso. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en visite d'amitié et de travail, reçu par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Le ministre ivoirien était porteur d'un message du président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges entre l'émissaire du président ivoirien et le chef d'État burkinabé ont porté sur des questions de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, notamment sur la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Nous pensons que la lutte contre le terrorisme ne peut être menée par un seul État. Il faut donc mutualiser les efforts, se tenir informé, essayer de mettre ensemble nos moyens pour lutter efficacement contre ce fléau. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire intéresse le Burkina Faso. Bien entendu, ce qui se passe au Burkina intéresse au plus haut niveau la Côte d'Ivoire. C'est deux pays qui ont des destins liés. Et pour ce faire, nous devons nous mettre ensemble pour essayer de faire en sorte que nos populations puissent vivre en paix et en sécurité. Présent à cette audience, le ministre burkinabé de la Défense, Moumina Chérif Sy, qui a insisté pour une mutualisation des moyens pour endiguer le fléau du terrorisme qui menace leurs deux pays. Depuis quelques années, nous avons des difficultés au niveau de nos deux frontières du fait de tentatives d'infiltration des groupes armés terroristes qui essaient de s'infiltrer. Dernièrement, vous avez vu même quelques coups en territoire ivoirien sur la frontière. Nous avons eu à mener ensemble un certain nombre d'opérations pour faire reculer cette adversité-là.
Après le Faso, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, se rendra au Mali. En Côte d'Ivoire, la vidéo-verbalisation fait désormais partie du système de sécurité routière. C'est une première en Côte d'Ivoire. Des membres du gouvernement ont ce jour visité le centre de gestion intégré qui est chargé de piloter le dispositif mis en place pour sanctionner les infractions des automobilistes. Didier Nguessan nous en dit davantage sur cette visite. Communiquer sur le dispositif de vidéo-verbalisation et sensibiliser les automobilistes tout en assurant la sécurité des données à caractère personnel. Un travail interministériel, la présence des ministres Amadou Koulibaly, en charge de la communication des médias et de la francophonie, et Roger Félix Adam, premier responsable de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, auprès d'Amadou Koné, ministre des Transports. Il s'imprègne des équipements et du process du Centre de gestion intégrée de la mobilité. De la collecte des données sur les routes à la constatation des infractions par la police, en passant par leur traitement, le processus est expliqué aux 3 ministres par l'opérateur technique. Nous avons un bel exemple de digitalisation. Au-delà des lois, je pense que c'est surtout la sécurité des Ivoiriens et le respect des règles, parce que une fois qu'un accident arrive et qu'une personne est décédée, la loi n'existe plus pour cette personne-là en tout cas. Donc bien évidemment la répression est une chose, mais aussi la prévention. Je salue en tout cas l'avènement de la police 2.0. Vous avez des policiers qui, derrière des ordinateurs, agents assermentés, vont verbaliser tous les contrevenants. C'est une innovation à saluer. En tant que ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il était important que je vienne m'imprégner de toute cette évolution technologique. Nous avons vu un travail extraordinaire qui est fait. La réussite du projet du système de transport intelligent repose en partie sur l'évolution du cadre réglementaire sur lequel travaille le gouvernement. En ce qui concerne la mise en circulation, en ce qui concerne les infractions, les limitations de vitesse, tout ceci est régi par un ensemble de textes qui sont utilisés par le système. Bien évidemment, il y a d'autres textes que nous allons prendre, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Mais en attendant, il était important qu'on puisse tester grandeur nature dans cette opération, cette nouvelle opération, et que les Ivoiriens s'habituent à ce qui est en train d'être fait. Les réformes dans le transport routier concernent aussi l'examen du code de la route. La phase théorique et pratique avec les gendarmes a débuté ce mardi 11 mai. Le gouvernement est aussi alerte pour cette saison des pluies. Un comité interministériel de gestion des crises prépare un plan de prévention, de riposte et de gestion des inondations dans le district d'Abidjan, en particulier également sur toute l'étendue du territoire. Les populations seront sensibilisées à la sécurité et à l'assistance des personnes en détresse. Jean-Marc Djadji. Prévenir les risques d'inondation et de catastrophes à l'approche de la saison des pluies dans le pays. C'est la mission à laquelle s'attelle le gouvernement à travers cette réunion du comité interministériel de gestion des crises, présidé par le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ministre, représentant des forces de défense et de sécurité, acteurs de l'environnement, tous ont fait le point des crises précédentes et réfléchi sur des solutions à envisager. À l'issue de cette rencontre, le comité mise d'abord sur la sensibilisation des populations vivant encore dans les zones à risque. Les années précédentes, nous avons été confrontés à des situations que nous ne voulons plus revivre. Vous vous souvenez certainement de toutes les inondations que nous avons connues par le passé. Et je voudrais qu'on ait ensemble une pensée pour toutes les victimes enregistrées. Il a été retenu un certain nombre de mesures, notamment la communication, une communication ciblée, parce que nombre de nos concitoyens habitent dans des zones à risque. Et malgré toutes les précautions que l'État a prises par le passé, certains continuent d'habiter dans les zones à risque. Ceux-là, il faut qu'on les sensibilise. L'assistance aux populations en cas de sinistre n'a pas été occultée par les acteurs. Il a été question aussi pour nous de répertorier les zones de recasement potentielles et les mettre dans des conditions qui vont permettre l'accueil d'éventuels sinistrés.
Évidemment, il faut le faire pendant que le sinistre n'était pas encore déclaré. Le gouvernement appelle à la responsabilité des citoyens quant à l'entretien des infrastructures d'assainissement. Malgré toutes les injonctions, c'est un chantier qui devait être arrêté. On a vu qu'il continuait. Ceux-là doivent être interpellés parce que certains ouvrages sont construits sur les passages d'eau et le gouvernement, à travers l'ONAD, a fait de grands travaux, des travaux importants qui doivent permettre de juguler tout le flux d'eau qui va certainement arriver en cas de grande pluie. Les pluies diluviennes ont coûté la vie l'année dernière à plus d'une dizaine de personnes dans le district d'Abidjan. Le comité interministériel de gestion des crises invite les populations à la vigilance dans les jours et mois à venir. Et l'action gouvernementale en cas des sinistres s'est exprimée par l'assistance à 152 familles sans abri depuis le passage d'une tornade dans le département de Nation au nord-est du pays. 5 villages ont été complètement ravagés. Des vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA ont été apportés aux victimes. Le récit de Clément Boko. Voici ce qui reste de l'école primaire publique de Saboupa. Ce bâtiment abritant 3 classes a perdu sa toiture emportée par la tornade qui a balayé le département le mois dernier, aux grandes dames des élèves et du corps enseignant. On n'a plus de salle de classe. Alors nous sommes contentés de ce bâtiment inachevé qui est là-bas. Donc on a procédé d'abord par jumelage des classes. CP1, CP2 dans la même salle, CE1 et CE2 dans la même salle et CM1 et CM2 dans la même salle. Comme Saboupa, les villages de Sewé, Koutouba, Alanikro et Sominassé n'ont pas été épargnés par ce vent violent. Conséquence, 152 familles sont désormais sans abri. Ce dimanche, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est arrivée à Saboupa pour apporter la compassion du gouvernement aux sinistrés des 5 villages. Ce sont environ 4 tonnes de riz, de l'huile, de la tomate, des pâtes alimentaires, des nattes et de l'argent pour ces familles. Le tout d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Votre présence à nos côtés, au beau milieu de l'épreuve, traduit avec exactitude la volonté du chef de l'État de créer une nouvelle Côte d'Ivoire qui place au cœur des priorités l'amélioration des conditions de vie des populations sans distinction. La ministre Miss Belmondo Dogo a salué la résilience de ces populations sinistrées ainsi que l'élan de solidarité des villageois et des cadres de la région du Bunkani. Elle les a assurés de la ferme volonté du gouvernement de réduire les vulnérabilités en assistant les populations dans le besoin. Pour le président de la République, l'Ivoirien, qui se trouve dans le dernier hameau du dernier campement de la Côte d'Ivoire, a droit à cet élan de solidarité. Pour que nous puissions avoir cette Côte d'Ivoire solidaire, le gouvernement se doit d'être à vos côtés partout où vous trouvez, peu importe la distance. Outre les difficultés du moment, les populations ont souhaité que le gouvernement se penche sur les problèmes de voirie, d'adduction à l'eau potable et la réhabilitation des écoles endommagées par la tornade. Doléance que la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a promis transmettre au gouvernement. Voyons à présent le dossier de ce journal. Il porte sur la gestion de la crise énergétique actuelle. Les Ivoiriens ont été hier informés du rationnement de la fourniture en électricité. Une solution immédiate pour gérer la faible production de l'électricité. Personne n'est épargné. L'impact commence à se faire sentir. L'enquête de Jean-Luc Bambo et c'est le numéro Éco Plus de la semaine. Zone industrielle de Yopougon, une usine quasiment déserte. Adama Koulibaly fait sa tournée quotidienne d'inspection. Depuis environ 2 semaines, ces machines sont à l'arrêt. Cette machine fait la mise en forme et puis après, elle découpe le produit fini qui est empilé de l'autre côté. Directeur technique de cette unité de production de toiture en fibrociment,
Son activité subit de plein fouet la crise de l'électricité. Depuis une dizaine de jours, on ne produit pas. Parce que les fournisseurs de ciment n'arrivent pas à nous fournir. Ils sont rationnés en électricité. Et si on n'arrive pas à les fournir, nous, on ne peut pas travailler. Donc, le courant n'est pas constant. Et nous, on n'a pas un groupe assez puissant pour nous faire produire. Même si le courant revenait à la normale aujourd'hui, si on ne nous a pas fourni du ciment, ce serait impossible de produire. Une centaine d'employés menacés de licenciement. Le manque à gagner est important. En temps normal, on produit 500 000 m² de toiture par an. Et avec cette situation-là, on est à zéro à la limite. Adama Koulibaly n'a pas encore évalué les pertes financières liées à ces perturbations dans la fourniture de l'électricité. Il est sûr d'une chose, les gains de l'entreprise s'en trouveront fortement affectés. Une difficile période que traverse l'ensemble des entreprises ivoiriennes et à laquelle devront désormais faire face les ménages. La semaine dernière, on n'avait pas besoin d'impacter les ménages. Face aux incidents de ces derniers temps, donc, nous devons déployer ce programme donc, sur un principe d'interruption sur des plages pouvant aller jusqu'à 6 heures. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la Côte d'Ivoire soit confrontée à une telle situation? Les premières explications sont données le 23 avril à Azito. Il y a 2 jours, un incident s'est produit ici. Une grosse machine a connu une panne imprévisible. Et malheureusement, nous avons dû rationner la distribution de l'électricité. Et malheureusement, les populations ont dû subir cela. Le ministre, tout en se félicitant de la réparation de la machine en question, levait un coin de voile sur une autre cause de l'indisponibilité de l'électricité, la baisse du niveau d'eau dans les barrages hydroélectriques du pays. Illustration ici au barrage d'Ayamé 1 dans le sud-est, mais également au barrage de Kossou dans le centre. Le niveau d'eau nous limite en fait. La puissance dont on a besoin pour faire tourner l'alternateur pour avoir la puissance à la sortie, on n'a plus cette puissance-là. Parce que le niveau d'eau ne nous permet pas d'avoir notre puissance mécanique. L'eau joue en effet un rôle très important dans la création de l'énergie. La force des chutes d'eau est transformée en énergie qui est utilisée pour produire de l'électricité. La Côte d'Ivoire compte 7 barrages hydroélectriques dotés d'une capacité de production de 2970 gigawattheures. Ces barrages tournent aujourd'hui bien en deçà de leur capacité. Le niveau d'eau dans les barrages électriques n'a pas encore été refait, n'est pas encore remonté, si bien que la capacité de production électrique par l'hydraulique est réduite en raison donc du niveau d'eau qui est insuffisant. Et par la suite, plusieurs incidents ont eu lieu sur les outils de production et sur les lignes haute tension. Encore une fois, des incidents imprévus. Des barrages en manque d'eau, des centrales thermiques surexploitées à bout de souffle, mais également la pandémie de Covid-19 a retardé plusieurs investissements dans le secteur. Voici les principales causes de la crise de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est un déficit de 200 MW que subit la Côte d'Ivoire aux heures de pointe. Mais pour le gouvernement, il s'agit bien là d'une crise conjoncturelle qui se résout avec des mesures bien ciblées. Nous avons commencé des échanges avec les industriels pour qu'ils prennent le relais et qu'ils produisent en interne de sorte à compenser, à nous aider à gérer ce déficit. Nous avons créé donc une cellule de veille. Les ménages, eux, sont désormais rationnés. Des coupures entre 6 heures et 12 heures et entre 12 heures et 18 heures. La Côte d'Ivoire, qui exporte plus de 10% de son électricité vers les pays voisins, a réduit également cette exportation de 200 MW à 60 MW. Le retour à la normale est prévu pour juillet, donc la situation devrait progressivement s'améliorer et non pas s'empirer. La capacité hydraulique installée est bien au-delà de ce qu'elle produit aujourd'hui par manque d'eau. Donc ce n'est qu'une situation conjoncturelle que nous traversons qui ne peut pas être baptisée ou appelée délestage parce que on n'est pas dans une situation structurelle de déficit. La livraison de la 4e turbine d'une capacité de 253 MW en construction à la centrale thermique d'Azito à Yopougon devrait régler définitivement les coupures actuelles d'électricité. Des solutions de crise, mais également des investissements pour renforcer le parc de production. Plusieurs projets importants ont été lancés, notamment les barrages de Gribo-Popoli, 112 MW, et Sengrobo-Awati, 44 MW, en cours de réalisation. Le pays pense à diversifier également ses sources de production.
Pour le solaire, il y a 4 projets d'énergie solaire qui vont être réalisés sur la période là, de maintenant à 2023. Et si tout va bien, au cours du mois de juillet ou plus tard, le démarrage des travaux de la première centrale solaire de Côte d'Ivoire, donc à Boundiali, va se faire pour une mise en service en 2022. Et va suivre aussi, donc c'est le chantier de la première centrale solaire donc flottante, donc à Kossou, et qui va aussi se faire. Pour l'heure, tout est mis en œuvre pour réduire le temps d'indisponibilité de l'électricité et le rationnement. Faire en sorte que les 3 mois de difficulté ne viennent pas anéantir les 10 années d'efforts consentis pour réduire la fracture énergétique. Tel est l'objectif des autorités ivoiriennes. Voilà, les autorités ivoiriennes qui font mains et pieds pour revenir à une situation énergétique normale. À Adzopé, l'affaire Zerbo Habiba, la parturiente décédée suite à une négligence du personnel médical en salle d'accouchement. Des mesures fortes sont prises depuis ce mardi. Le directeur de l'hôpital général d'Adzopé est relevé de ses fonctions. Le médecin gynécologue et les 3 sages-femmes impliquées ont été suspendus de leur profession. D'autres mesures sont aussi annoncées pour l'amélioration de la prise en charge dans les hôpitaux francoisiaux. Ces images amateurs sont celles du mécontentement populaire à Adzopé, région de la Mé, après le décès de Zerbo Abi, parturiente de 40 ans, morte en couche pour raison de négligence médicale. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a rencontré la famille éplorée le 8 mai dernier. Pierre Demba a promis aux populations, après investigation des sanctions contre les coupables, ce mardi à son cabinet. Le soin est revenu à l'inspecteur général, le docteur Ablé Kissi, face à la presse, de rendre public les conclusions. Les dysfonctionnements avérés sur toute la chaîne de prestation de services imposent les mesures suivantes. 1. Le relèvement de fonctions concernant le directeur de l'hôpital général d'Adzopé, docteur Dagri Ngata François. 2. La suspension des activités professionnelles du médecin gynécologue Isidore Blibi avec saisine du président de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire pour les sanctions disciplinaires. 3. La suspension des activités professionnelles des 3 sages-femmes, Madame Malon, née Assoumou Benyan, Madame Ebi Valérie et Madame Kra Adjoua Nadège. Des mesures de recadrage, mais aussi des dispositions pour l'amélioration du dispositif sanitaire ont été annoncées. Il s'agit du renforcement en ce qui concerne le fonctionnement des comités de gestion des établissements sanitaires en impliquant formellement les préfets, les élus locaux et les représentants de la population. L'utilisation rationnelle des professionnels de la santé sur toute l'étendue du territoire national. L'utilisation pour les accouchements des lits disposant des barrières de protection. Rappelons que Zerbo Abi, la parturiente décédée, portait une grossesse de 42 semaines. Voyons à présent le point Covid de cette journée. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie enregistre ce mardi 11 mai 41 nouveaux cas de Covid-19, 36 nouvelles guérisons et 1 cas de décès. À cette date, la Côte d'Ivoire compte ainsi 46 484 cas confirmés, dont 45 910 personnes guéries, 292 personnes décédées. Il reste encore 282 cas actifs et sachez qu'un total de 280 719 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 dans notre pays. Le Ramadan prend fin ce jour. Ce fut une période spirituelle de pénitence pour la communauté musulmane, mais aussi de partage et de communion. Et dans cet esprit, une rupture collective a rassemblé la communauté musulmane de Toumoudi, rassemblement orchestré par Raymond Goudou Kofi, cadre de la région Léon Pro. Comme à un festin, maintenant, la communauté musulmane de Toumoudi procède à la rupture du jeûne de Ramadan avec à ses côtés les communautés sœurs et les autorités de la ville. Au menu, tout pour prendre des forces après une journée entière de privation. C'est bienvenu. On attendait ça. On a bien mangé, on continue de manger. Aimer comme Jésus nous a aimés, c'est être proche de l'autre,
partager ses convictions, mettre les mains dans une même assiette, c'est cela aussi la charité. Quelqu'un qui donne la rupture à un jeûneur a les mêmes récompenses que le jeûneur. Donc c'est ce que madame vient de faire. Et quand vous voyez ces centaines de personnes, ça veut dire qu'elle va écoper beaucoup de récompenses. Cette rupture collective de jeûne au lendemain de la nuit du destin, à l'actif de l'ex-ministre de la Culture et de la Francophonie. Raymond Goudou Kofi manifeste ainsi sa solidarité aux musulmans de sa région, question de les exhorter à davantage de prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Ici à Toumoudi, nous vivons en parfaite cohésion et nous voulons, après tout ce qui s'est passé dans notre département, nous retrouver ensemble pour prier. Prier pour notre pays, prier pour le président de la République, mais prier également pour que cette entente, ce vivre ensemble que nous avons connu et que nous connaissons, puisse se renforcer. À cette rupture collective de jeûne du Ramadan, la première à Toumoudi, Raymond Goudou Kofi a fait don de kits de prière aux musulmans. L'actuel ministre de la Culture et de l'Industrie, des Arts et du Spectacle s'est rendu hier sur le site de l'Oiseau Livre. L'Oiseau Livre parti en fumée la nuit du dimanche 9 mai dernier. C'était une bibliothèque pour enfants qui appartenait au Palais de la Culture. Arlette Badoun-Guessan est venue se rendre compte elle-même des dégâts causés par les flammes. Elle était en compagnie du directeur du Palais de la Culture. Ces personnalités se sont interrogées sur les causes de l'incident en attendant les conclusions de l'enquête. Et sachez que ce 11 mai, partout dans le monde, est célébré les 40 ans de décès de Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, cette icône de la musique reggae, devenue aujourd'hui universelle, une date inconditionnellement. Et ce jour est célébré partout dans le monde. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité demain dès 6h30 sur RTI 1.